Bonjour YouTube, si vous n'avez pas vu la première partie de cette rediff, on a fait le cauchemar d'Innsmouth, c'était très cool. Et là on va faire la cité sans nom, voilà. Très sympa. Du coup il y a beaucoup de choses à apprendre derrière, hein, bien évidemment. Et bonsoir YouTube, effectivement. Donc, avant ceci, peut-être que... Ah, est-ce qu'il y a un modo qui est capable de faire un concours? On a gagné 2 fois déjà. C'est vrai, techniquement, vous avez eu les 2 bonnes fins. Suspense. Au pire, c'est tout. Bah, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'après la deuxième nouvelle, on fera on fera les billes pour savoir qui gagne. D'accord? On fera pas un point d'exclamation winner. Pas de soucis, Dame Falsio, je me doute. Je vais pas te demander ça alors que tu viens tout juste de revenir là. T'inquiète. Eh bien, nous allons démarrer. Je ne vous lirai pas l'intro. Et je rappelle aussi que c'est vrai que les éditions originales sont espagnoles. Vous êtes prêts? Je viens de finir la dernière saison d'Iscuscu de Sombre Machination. Juste une putain de masterclass. C'était l'une de mes préférées. 1 heure sans fin? Donc on joue à la VF. Tout à fait, on joue à la VF. Désolé, je vous ai trahi. Le premier livre est déjà fini. Oui, oui. Alors, Anaconda 703, en fait, c'est le livre dont vous êtes le héros. Donc là, vous avez fait les bons choix, mais vous n'avez pas du tout exploré. Là, on a exploré un tiers du bouquin. Hein. J'ai vu d'autres fins qui sont, à mon avis, plus intéressantes. Mais c'est mon avis. Vous êtes prêts pour la suite? Du coup, c'est pas le cauchemar d'Innsmouth, cette fois-ci c'est la cité sans nom. Alors, personnellement, la cité sans nom, c'est une de ces nouvelles où, à chaque fois, j'oublie que je l'aime bien. Et je l'aime bien, en vrai. Hein. Mais j'oublie. Je vais peut-être faire une... Ouais, non, c'est bon. J'ai déjà fait assez d'annonces. Tout va bien. Un tiers, t'es généreux, on a parlé à personne. Bah ouais, c'est ça. C'est une volonté, et après, faites ce que vous voulez. C'est parti. Tant mieux si vous avez oublié. Tout à fait, Anaconda. Chercheur en archéologie, vous avez été envoyé en expédition dans le désert d'Arabie par l'université de Miskatonic. En cet instant, vous avez grand-peine à vous rappeler comment tout a commencé. Il faut dire que vous errez depuis maintenant plusieurs semaines, vos outres d'eau presque à sec, dans les limbes brûlants du soleil qui s'élève, implacable, par-delà les horizons calcinés. Et dire qu'il y a seulement 1 mois, vous feuilletez encore un livre confortablement installé chez vous, à quelques pas du campus. Difficile d'imaginer que c'est justement ce que vous avez déniché entre les pages de ce vieil ouvrage, un manuscrit emprunté à la bibliothèque des livres rares de l'université en vue d'écrire un rapport, qui vous a conduit jusqu'à l'une des régions les plus inhospitalières de la planète, à la recherche d'une chimère, une cité sans nom. Vos lèvres gercées se fendillent douloureusement lorsque vous riez. Vous riez car il vous semble tout bonnement invraisemblable que votre vie ait pris un tournant si radical. Comment avez-vous pu quitter le confort de votre demeure victorienne pour vous retrouver ballotté sur le dos d'un animal puant, à 2 doigts de vous effondrer, ébloui par les mirages créés par le soleil? Bien sûr que vous vous souvenez de ce fameux volume et de ce que vous avez découvert, par hasard, dans sa 3e de couverture. Vieillie par le temps, elle s'est décollée pour révéler un parchemin occulte que vous avez extrait avec la plus grande délicatesse, pensant qu'il s'agissait d'un trésor philologique. L'ouvrage s'intitulait « Le livre d'Yvon », traduit par Gaspard du Nord, et le parchemin qu'il renfermait, jauni et rongé, était écrit en arabe. Oh, trop bien, regardez, c'est nous là, sur notre animal puant. C'est un guenou, je le reconnais. Ravi, vous avez sollicité l'aide de Maître Albert A. Baker, le vieil avocat de votre famille qui,
en plus de sa profession, a étudié dans sa jeunesse la langue des pays arabes, ainsi que plusieurs dialectes plus usités. C'est lui qui vous a aidé à traduire le manuscrit. Et il a été le premier à s'affoler face aux horreurs qu'il contenait. À quel moment vous êtes-vous laissé de votre plein gré sombrer dans la folie? Au tout début, quand de la traduction ont surgi les mots « désert d'Arabie » et « cauchemar apocryphe de Damascus ». Ou presque à la fin, lorsque la plume tremblante qui a dégriffonné cette écriture serpentine dérivée de l'araméen a évoqué pour la première fois la cité sans nom. La cité sans nom. À la simple lecture de ces quelques mots, vous avez été comme ensorcelé, envoûté par le charme de l'Arabie et de ces lieux encore inconnus de l'homme civilisé. Cet antique parchemin a éveillé en vous une véritable obsession. Les jours suivants, vous avez demandé conseil à d'autres collègues, tels que le professeur Henry Armitage, dont les doctorats en lettres et en philosophie ont produit l'un des esprits les plus érudits de l'université. Euphorique, vous lui avez fait part de votre découverte et lui, tout aussi enthousiaste, vous a aidé à déchiffrer les passages les plus obscurs et démontrer leur lien avec Damascus, l'éclectique philosophe grec. Armitage, qui je le rappelle est dans Arkham Pied. Quel est le rapport entre Damascus, un philosophe du 5e siècle, le dernier néoplaticien à avoir dirigé l'Académie d'Athènes avant que Justinien n'ordonne sa fermeture en 529, et des ruines perdues au cœur de l'Arabie? Se pourrait-il que des connaissances, fermement rejetées par le monde romain, dont une grande partie était déjà chrétienne, aient été consignées dans ces écoles païennes? Vous avez découvert que des fragments de son œuvre principale, Problèmes et solutions touchant les premiers principes, sont répertoriés dans la bibliothèque de Photius, un byzantin proclamé patriarche de Constantinople. Remontant le fil, vous vous êtes mis en quête des extraits en question. N'en sont gardés à l'esprit les fameux mots en arabe, cité et sans nom. Au prix de grands efforts et de brèves visites à diverses bibliothèques miteuses, vous avez réussi à mettre la main dessus. Vous êtes parvenu à rassembler suffisamment d'informations pour convaincre le conseil d'administration de l'université qu'il court, dans une lointaine région d'Arabie que les autochtones appellent Yalitet Ebek Be'era, ou désert inexploré. Des rumeurs selon lesquelles il émergerait des dunes les ruines d'édifices antédiluviens, antérieurs à l'arrivée des migrants sabéens. Les vestiges d'un site archéologique d'une valeur inestimable aux structures d'adobe et de pierres si anciennes que même Thèbes et Méroé les ont oubliées. Pas sûr de la prononciation, on est certain de ça même, hein. Je parle assez mal l'arabe. Et la plupart des langues du monde, hein, on va être honnête. Déjà l'anglais, c'est difficile, alors putain. C'est avec la plus grande joie que vous avez appris qu'on vous accordait le financement. Sans perdre une seconde, vous avez alors embarqué pour Riyad depuis New York, en faisant escale à Londres et au Caire. Des semaines plus tard, vous voilà ici, à l'article de la mort, si assoiffé et affamé que vous seriez prêt à égorger votre propre chameau et à le manger pourvu que cela vous permette de survivre quelques heures et de parcourir 1 kilomètre de plus, ou même rien qu'un pas, à travers ce désert qui s'étend autour de vous à perte de vue. Vous êtes perdu, et au beau milieu d'un endroit que les autochtones appellent l'enclume du soleil, à 2 doigts de succomber à la léthargie. Vos pensées fébriles vous ramènent sans cesse au point de départ de cette aventure, à vos discussions avec Baker et Armitage, et au parchemin jauni. On peut dire que vous vous êtes fourré dans un vrai guêpier. Soudain des silhouettes se profilent à l'horizon, parmi les dunes. Peut-être s'agit-il d'un nouveau mirage, ou d'hommes à dos de chameaux, des commerçants pacifiques, ou de cruels bandits du désert, qui sait? Quel sort vous attend si vous les approchez? Le salut ou une condamnation à mort? Premier choix, les gens. Vous poussez votre chameau vers ces silhouettes sombres, ou vous jugez plus judicieux de rester à distance. 1 ou 2. 1, c'est se rapprocher. 2, c'est rester à distance.
Eh, ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Attendez. Réessayer? Non. Attendez 2 secondes. Non, il n'arrive pas à le faire. Bon, je vais faire un vote sur Twitch. Désolé. Je vais l'interrompre parce que c'est chiant. Ah merde, non ça va. Vous voyez ou pas? Alors vous le voyez pas en live malheureusement. Sinon on compte les votes dans le chat. Bonne idée. Je vais essayer un truc. Voilà. C'est pas mal. En vrai, c'est pas si mal, hein, visuellement. Choix 1. Très bien. Vous vous rapprochez donc des silhouettes. Oui, vous voyez, mais pas la rediff, c'est ça que je voulais dire. Vous vous rapprochez des silhouettes. Vous vous approchez des hommes, si tant est qu'ils en soient, mais... Oui, reste à savoir s'ils sont inoffensifs ou s'ils appartiennent aux dangereuses tribus de bandits du désert contre lesquels on vous a tant mis en garde. Ils affichent des mines renfrognées, menaçantes même, et en vous voyant arriver, ils braquent sur vous leurs armes, au cas où vous représentiez un danger. Mais familier des coutumes des Bédouins, vous invoquez l'Aldiyafa, le principe d'hospitalité entre voyageurs. Ils vous considèrent d'un regard méfiant, mais acceptent de vous conduire à leur campement, situé à pas moins de 6 heures de voyage. Vous les remerciez chaleureusement et quand ils vous demandent ce que fait un étranger à la peau rose dans ces contrées, vous leur exposez votre quête de la cité sans nom. À ces mots, vos hôtes se crispent imperceptiblement. Ils échangent des regards. Attendez. Voilà. Ils échangent des regards entendus et se taisent. Soucieux d'avoir commis une maladresse sans vous en être rendu compte, vous leur demandez ce qui ne va pas, mais les Bédouins se contentent de vous donner un peu d'eau et de vous étudier comme s'ils vous soupçonnaient de cacher un terrible secret, ou de chercher à percer le leur. Peu après se profile leur campement, un groupe de tentes dressées à l'abri d'une dune. Vous y distinguez d'autres hommes, des femmes et des chameaux, un vrai petit village itinérant qui a élu domicile, aujourd'hui, dans ce recoin du désert. Oh! Trop bien l'élu. Un homme du nom de Laski Al-Fayid, qui semble jouer au sein du clan le rôle de patriarche, vous invite dans sa tente à partager son repas. C'est un grand honneur, et vous ne manquez pas de le remercier. Lorsque vous lui confiez ce que vous êtes venu chercher dans le désert, son expression s'emplit de stupeur. La cité sans nom n'est rien qu'un fantôme du passé, dit-il. Un spectre qu'il vaut mieux ne pas réveiller. Des rumeurs sombres courent au sujet de cet endroit. Mais existe-t-il vraiment? Vous l'avez vu? Le pressez-vous, plein d'espoir. Même si les nomades refusent de vous y conduire, s'ils connaissent son emplacement, ils pourraient vous mettre sur la bonne piste. Je vous déconseille de vous aventurer là-bas, Saïb, dit-il d'un ton implorant, en employant le mot ourdou qui signifie monsieur. On raconte qu'il existerait dans ces contrées un lieu qui n'a pas été conçu pour l'homme,
construit bien avant notre arrivée. L'arrivée des Arabes? Non, de l'être humain. Agité par un vent étrange, le feu de camp se met à crépiter. Pourtant, certains écrits évoquent cet endroit. J'ai lu quelque part qu'un ancien poète arabe... Ah non, c'est moi qui dis ça, pardon. Pourtant, certains écrits évoquent cet endroit. J'ai lu quelque part qu'un ancien poète arabe, Abdul al-Azred... En entendant ce nom, Al-Faïd se raidit, comme s'il avait été mordu par un serpent. « Je vous défends de prononcer ce nom maudit chez moi !» s'exclame-t-il en effectuant une série de gestes destinés à conjurer le mauvais œil. Ce n'est ni un bon souvenir, ni un individu qui vaille la peine d'être invoqué. Les joues en feu, vous vous excusez. Pourquoi une telle aversion? J'ignorais qu'il était ici persona non grata. Un poète fou, la voix des morts et des confins de la démence, non. Nous ne le vénérons certainement pas. Ce vieil aliéné a osé s'aventurer dans des lieux interdits. Il a composé ses poèmes et écrit ses livres maudits en l'honneur des horreurs qu'il y a rencontrées, mais c'était un homme impie, ajoute-t-il tremblant. Et il savait où se trouvait la cité perdue? Oui, il y est allé. Il a foulé ces rues envahies de la poussière des siècles passés. C'est là qu'il a rédigé son couplet le plus célèbre. Lequel? À mi-voix, les pupilles brillant d'une étrange lueur, l'homme se met à réciter. N'est pas mort ce qui a jamais d'or, et au fil d'airs étranges peut mourir, même la mort. Il vous montre alors un médaillon ancien, trouvé aux alentours de la cité sans nom. En songeant à l'abîme qui sépare votre époque de celle où il a été forgé, vous êtes parcouru d'un frisson. Votre hôte vous raconte que ses fils ont trouvé ce médaillon aux abords d'une dépression de terrain, à plusieurs kilomètres au nord d'ici, dans l'enclume du soleil, un lieu inhospitalier où plus d'un homme a perdu la raison. Vous contemplez le bijou qu'Al-Faïd vous offre en guise de talisman. Aussitôt, vous prenez conscience de l'abîme incommensurable qui sépare votre époque de celle de sa création. À la vue de ce qu'il représente, vous comprenez, horrifié, qu'il appartient à des temps très reculés. Il s'agit d'une silhouette voûtée, mélange d'êtres humains, de reptiles et de satyres, vêtu d'une tunique rituelle qui tient entre ses mains une sorte d'artefact indescriptible. Avec un peu d'imagination, ce pourrait être un pistolet futuriste tiré d'un roman fantastique de H.G. Wells ou de Jules Verne, ou du jeu vidéo Scorn que nous allons faire demain en marathon live. Vous remerciez Al-Faïd et l'informer que vous partirez le lendemain pour l'enclume du soleil. Il vous souhaite bonne chance et vous assure que ses fils vous escorteront aussi loin que possible, mais ne s'approcheront pas de la vallée des vents glacés. Lorsque vous lui demandez quel est cet endroit, il répond, parcouru d'un frisson. C'est l'enclave où l'on raconte que gît, depuis plusieurs ères, la cité sans nom. Après vous avoir attentivement observé, comme pour s'assurer que vous êtes digne d'entreprendre un tel voyage, il reprend la parole. Un curieux son lui échappe alors, terminé par une certaine inflexion interrogative. Vous laissez vos rêves vous entraîner un peu trop loin, monsieur l'universitaire. Le lendemain après-midi, une fois les heures les plus chaudes passées, vous vous mettez en route. La température qui à midi avoisinait les 53 degrés Celsius est descendue à seulement 40, ce qui vous donne carte blanche pour éperonner vos montures vers l'horizon. Au bout de 2 jours de voyage aux côtés des fils du marchand, vous êtes surpris par une tempête de sable presque surnaturelle tant elle a surgi de nulle part. D'étranges voix vous parviennent, portées par le vent et, au-delà des rafales, un son mélodieux, artificiel comme une sorte de musique extraterrestre. Après plusieurs signes de protection effectués avec leurs doigts, les fils d'Al-Faïd s'en remettent à Allah. Pour votre part, vous doutez que le dieu des musulmans ait un quelconque pouvoir contre ce phénomène. Des heures plus tard, les vents se font si violents qu'ils vous séparent de force de vos guides. Vous les appelez à grands cris, mais rien n'y fait. Au milieu de la tempête, vous n'entendez même pas votre propre voix. Vous ne percevez plus rien sinon cet ouragan de sable.
Est-ce ainsi que vous allez périr, perdus au milieu du néant absolu? Au loin, très loin. La musique insensée flotte à nouveau dans l'air, tel un chant de sirène fantasmagorique. Depuis combien de jours dure la tempête? Vous n'en avez pas la moindre idée, mais elle vous paraît interminable. Vous avez la sensation d'errer depuis une épouvantable éternité, perdue au milieu des ténèbres, d'infranchissables murs de sable et de poussière, d'ouragans de particules dont le frottement vous brûle la peau, les entrailles et râpe, tel du papier de verre, la sclérotique de vos yeux. Jusqu'au jour où tout disparaît. Le vent retombe pour laisser place au calme, et le soleil qui perce enfin les nuages vous permet d'embrasser le panorama déployé alentour. La vision qui s'offre à vous est à couper le souffle. Vous ignorez à quel lointain confin du désert vous êtes parvenu, mais ce qui l'abrite vous emplit d'une telle stupeur que votre cœur manque de s'arrêter. Oh putain, trop bien, vous allez voir. Le soleil n'est plus qu'un orbe de sang. L'horizon, un câble tendu. À l'instant où vos forces vous abandonnent, où vous vous sentez prêt à défaillir, la tempête se dissipe, peu à peu. Et le gris du ciel se mue en une clarté rosée, ourlée d'or. C'est alors que vous les voyez. Sur le coup, vous croyez à une illusion provoquée par votre esprit fébrile. À plusieurs kilomètres à la ronde, des formes saillissent hors du sable. Des crêtes de pierre, des masses sombres, des danses qui ne peuvent être que des bâtiments, des trouées aux formes plus variées les unes que les autres, ouvertes dans le sol, telles autant de pluies, pour conduire vers des profondeurs inconnues. C'est une ville, ou plutôt ce qu'il en reste après avoir été enseveli par le désert plusieurs milliers de siècles à la merci des tempêtes. Pourrait-il s'agir de la cité perdue de la légende, celle qui n'a jamais été nommée? L'auriez-vous enfin trouvée? Peut-être, bien qu'à ce stade, vous doutiez déjà de votre lucidité d'esprit. Soudain, un fracas de musique métallique s'élève dans la vallée, faisant trembler les dunes pour saluer le disque flamboyant du soleil, comme le faisait Memnon sur les rives du Nil. De la musique, d'étranges sons cosmiques inquiétants qui ne ressemblent en rien aux œuvres composées par l'esprit humain. Un courant d'air, semblable au gémissement d'un être vivant, surgit d'un abîme lointain par l'une des ouvertures dans le sol. De quoi peut-il bien s'agir? Quelle créature infâme! Quel instrument de musique conçu à la nuit des temps s'est vu maudit d'une gorge capable de produire un tel son? Priante pour ne pas avoir à le découvrir, vous vous efforcez de ravaler votre peur et vous mettez en marche vers la vallée où gît la cité. Vous déambulez parmi les fondations de diverses maisons et bâtiments sans jamais rencontrer la moindre inscription ou gravure évoquant des hommes. Les civilisations connues de l'Antiquité, comme celles de l'Égypte ou de la Mésopotamie, n'y figurent pas non plus. Et vous ne distinguez aucune représentation, gravée dans les murs ou les obélisques, d'événements retraçant l'histoire humaine. Comment est-ce possible? Quelle civilisation n'inscrit pas dans la pierre ses déboires et ses mythes, afin qu'ils échappent au passage du temps? Vous ne trouvez pas la moindre logique dans cette architecture malsaine, ni la preuve qu'elle a bien été érigée par des mains humaines. Quelque chose dans les proportions de ces ruines vous met même mal à l'aise. Les uniques témoins de ce qui s'est produit ici sont le vent millénaire qui souffle entre les pierres et la lune qui s'élève dans le ciel, blanche comme un os décharné. Vous entamez votre exploration de la cité, priant pour ne faire aucune découverte que votre cerveau ne soit pas capable de supporter. Félicitations voyageurs, vous avez trouvé la cité sans nom. Ou peut-être devrions-nous dire, pauvre de vous. Examinez les plans des pages ma main, vous y verrez des bâtiments numérotés. Notez bien où se trouve cette carte car vous pourrez la consulter à tout moment afin d'explorer différentes zones de la cité. Bonne chance. Les énigmes primitives de la cité sans nom vous attendent. Il va falloir choisir. Il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 choix. Merde, attendez, il y a que 4 choix maximum. Attendez, est-ce que je peux refaire le sondage ou pas? Ça serait quand même bien pratique. Hein.
Je crains que ça ne marche pas du tout. Bon. Quel choix. Donc je vais mettre les numéros, comme ça vous pourrez directement voter vous. Hein. Donc 10, 64, 91, 58. Putain, c'est trop chiant. 22. Je peux pas en mettre plus. Je sais pas pourquoi. Bah c'est hosté sur un site. Hein. Bah écoutez. Ce que je vais faire, c'est que c'est 22 ou 61. Et si vous votez pour celui-là, il y aura un départage. D'accord? Vous voyez bien là? Vous voyez bien. Votez. Merde, attendez. Votez. Putain, vous êtes turbo relou. Donc 22 ou 61, très bien. Hop. Quel choix? 22 ou 61. Donc 22, c'est là. 61, c'est là. Non, ce ne sont que des musiques libres de droit d'Ockensteiner qui viennent toutes d'Epidemic Sound. Aucune musique de film. J'espère qu'on pourra tout visiter. Ça, il faudra acheter le livre pour ça. 61, très bien. Attendez, je vais marquer la page avec un marque-page de fortune. Nous avons donc page 61. Vous avez la désagréable sensation qu'une présence vous épie depuis les pierres fantomatiques de la cité. Tâchant de ne pas y prêter attention, vous marchez jusqu'à ce qui semble être une double colonnade dont les piliers forment une allée droite. Une ancienne rue qu'empruntaient sans doute charrettes et piétons autrefois. Un signe de la prospérité de ce lieu abandonné à son triste sort après Dieu sait quel cataclysme. De loin, vous discernez une forme au sommet de chacune des colonnes de pierre qui surplombent les dunes d'au moins 15 mètres. Il doit s'agir de statues d'anciens dirigeants, comme celles qui couronnaient les péristyles de la Rome antique. Cependant, plus vous vous en approchez, mieux vous en distinguez les détails et ce que vous voyez vous inspire une profonde angoisse. Ce sont bien des statues, en revanche elles ne représentent pas des êtres humains, mais des créatures dont l'anatomie serait une fusion de plusieurs animaux. Mélange de bipèdes et de quadrupèdes, de reptiles draconiens, de satyres et d'une espèce d'hyène au front large et dégagé, prenant toutes des poses solennelles, comme si elles saluaient les jours d'une gloire passée, ou plutôt qui n'ont jamais vraiment existé. Peut-être s'agit-il d'idoles divines, de mythes antédiluviens taillés dans la pierre. Tout à coup, une voix vous parvient, une voix humaine, masculine, qui vous arrache un sursaut. Ah, trop bien. Une petite illule, hein. Il y a plein de détails, hein. Évidemment vous ne les verrez pas, mais si vous prenez le livre, vous pourrez les voir. Ne l'ouvrez pas, ne l'ouvrez pas! S'écrie la voix vous prenant par surprise. D'un bond, vous faites volte-face et voyez surgir un homme de derrière une colonne. D'un certain âge, il est vêtu de guenilles et une barbe sale et désordonnée lui pend du menton. Il se précipite vers vous et vous saisit par la manche d'une poigne implorante.
En juger par son regard vide et ses pupilles tremblantes, incapable de s'immobiliser une seule seconde, ce pauvre malheureux doit être fou. « Et la porte de bronze doit à tout prix rester fermée !» s'époumone-t-il en anglais. « J'ai regardé dans le bassin des révélations, j'ai vu ce qu'il arrivait si nous le permettions d'entrer dans ce monde. Ne l'ouvrez surtout pas !»« Qui êtes-vous » interrogez-vous dans l'espoir de le calmer. Quelque chose vous dit que vous connaissez cet homme, que vous l'avez vu dans un autre lieu et une autre époque. « De quoi parlez-vous, monsieur? Quelle porte ?» Le vieil homme serre si fort les dents que vous les entendez grincer. Un douloureux spasme semble contracter tous les muscles de son corps. « Celle que communique avec l'autre ville! Celle d'en haut! Il ne faut pas l'ouvrir, jamais! Enterrez les clés! Enterrez-les !» Qu'allez-vous faire? À en juger par ce qui reste de ses vêtements, il doit s'agir d'un survivant d'une expédition passée. Une minute. Mais oui! Ce menton de travers, ses yeux légèrement en amande et les cicatrices de la variole encore visibles sur son visage. C'est Sir Richard Burton, l'un de vos collègues de la société de recherche de Miskatonic. En effet, il y a maintenant 1 an, il est parti pour le désert d'Arabie, vers une destination pourtant très éloignée d'ici, à l'occasion d'une expédition financée par le club de gentlemen Victor Eisenberg. Son objectif? Chercher, dans les profondeurs du désert, des preuves de l'existence d'une civilisation pré-Homo sapiens. « Richard !» vous exclamez-vous en saisissant par les épaules. « Mais comment? Mais que faites-vous ici? Qu'est-il arrivé à votre expédition ?»« Nous les avons vus, eux !» balbutie-t-il. « Seigneur, qu'ils sont horribles, et pourtant quel degré de perfection leur civilisation a atteint! Ils ont bâti cette cité à partir de rien, pour finir par la perdre lorsque l'air de la surface est devenu pour eux irrespirable, chargé de ce maudit oxygène. Ils ont dû se retrancher dans les cavernes souterraines à l'abri, là où l'air leur convenait. Mais de qui parlez-vous? Des êtres qui ont érigé ces statues en l'honneur de leur dieu? Ce ne sont pas des dieux, pauvres ignorants, mais des représentations d'eux-mêmes, vous hurle-t-il au visage complètement fou. Le vieil homme s'échappe en courant à une vitesse si impressionnante que vous peinez à le rattraper. Vous le voyez se glisser dans une crevasse percée dans le soubassement de l'une des colonnes. « C'est là que je l'ai faite, la plus grande de toutes les découvertes !»« Quoi ?» l'interrogez-vous. « Quelle est cette chose que vous avez découverte, Richard ?»« Le bassin, rempli de l'eau météorique qu'il collectait autrefois dans les anciens astéroïdes, oui !» L'eau qui se connecte à notre esprit et prédit l'existence d'autres temps, d'autres lieux. Et la clé maudite, forgée à partir de minéraux météoriques. Il vous montre un sac de toile élimée dont il tire une clé. Jamais vous n'en avez vu d'aussi étrange. Sa forme ne semble pas s'adapter à celle d'une main humaine. Elle est constituée d'un minéral non identifiable et qui brille légèrement dans l'obscurité. Le nombre 62 est gravé sur l'une de ses faces. Que te peut-il bien signifier? Je vous dis, il n'y a pas de page 62. Le vieil homme vous tend la clé, l'air si anxieux qu'on croirait qu'il vous confie un objet extrêmement dangereux. « Cachez-la, cachez-la, je vous en supplie !» gémit-il. « Je n'en ai plus la force !»« Mais qu'est-ce qui vous prend, Richard ?» questionnez-vous, exaspéré. Qu'est-il arrivé à vos collègues? Ce sont les bandits du désert qui vous ont attaqué? Le vieillard laisse échapper un rire bref, aussi tragique que dément. Il secoue la tête. Non, pas les bandits, pas même des humains. Ce sont eux. J'ai vu leur arrivée dans l'eau, mais mes camarades n'ont pas écouté mes avertissements. Ils m'ont pris pour un fou. Vous rendez-vous compte? Résigné, vous faites non de la tête. Vous glissez la clé dans votre sac. Oui, ils m'ont pris pour un fou, mais moi, j'ai tout vu dans l'eau. J'ai vu les images et j'ai tenté de les mettre en garde. À la fin, ils ont disparu, ensevelis par le sable, engloutis par la musique venue d'en bas. Il ne reste plus que moi. Moi, ce bon vieux Burton. Un petit gloussement s'échappe de son sourire édenté. Rien que moi. Allez-vous m'expliquer ce qu'est ce bassin à la fin? Il vous montre alors quelque chose au fond de la grotte. On dirait des fonds baptismaux de pierre à l'allure incroyablement ancienne. C'est une œuvre d'art bien antérieure à vos mythiques
à vos mythes d'homme occidental. Le bassin est rempli d'un liquide lapis lazuli qui renvoie des reflets insolites, comme s'il jouait avec les sources de lumière. « L'eau des rêves !» murmure le vieillard, tremblant de la peur. Que comptez-vous faire? Y plonger le regard dans l'espoir de découvrir ce qui a fait perdre l'esprit à votre ami Burton? Ou vous montrez plus prudent que lui et gardez vos distances? Choix 1, regardez dedans. Choix 2, pas regarder dedans. Il faut la boire. Je l'ai bu et ça m'a donné la colique, mais bon, ça valait le coup. Maintenant, je connais le futur, mais j'ai tout le temps la colique et c'est ça mon futur, avoir la colique. Très bien. Vous avez fait le choix de plonger dedans. Enfin, de regarder dedans, pardon. Pas pareil. On va peut-être pas exagérer quand même. On sait pas plonger. Avec une certaine réticence, vous vous approchez de l'eau. Le liquide oscille et joue avec les reflets de lumière qu'il fractionne en 1000 prismes asymétriques. Lorsque vous vous penchez au-dessus du bassin pour regarder à l'intérieur, un phénomène surprenant se produit. Dans un premier temps, l'eau change de couleur comme si elle savait que quelqu'un l'observait et réagissait à son contact. Puis elle se met à bouillonner. Étrange puisqu'il n'y a aucune source de chaleur à proximité, c'est alors qu'elle explose en une multitude d'images, s'écoulant en violentes cascades illustrées. Les voyez-vous véritablement ou seulement dans votre esprit? Vous ne sauriez le dire. Derrière vous, Burton éclate de rire. « Un nouveau témoin de la grande révélation, mes dieux! Un nouveau témoin !» s'écrie-t-il, bras tendu vers le ciel. « Montrez-lui la vérité! Soyez magnanime! Montrez-lui la vérité pour qu'il sache à son tour et qu'il soit prêt pour les temps à venir !» Il poursuit sa diatribe démente, mais vous ne l'écoutez plus. Vous avez les yeux rivés sur les images que vous montre l'eau. C'est le spectacle le plus terrifiant qui vous ait jamais été donné de contempler. Car ce sont eux que vous voyez, et en retour, eux vous voient aussi. Ces êtres reptiliens vêtus de robes informes, affairés à construire leur temple, à faire de leur ville une importante métropole. À quand remontent ces événements? 100 200 000 ans? 10 millions d'années peut-être? Nos commandes d'étranges machines, ils soulèvent d'énormes pierres afin de les empiler les unes sur les autres. Il s'agit d'une société purement théologique, basée sur la pratique de rites et de cultes consacrés à des divinités sans nom. C'est l'histoire d'une puissante métropole côtière qui régnait sur le monde avant que l'Afrique surgisse des flots. Voyez ces guerres et ces triomphes, ces périodes de troubles et ces défaites, et assistez à la fuite de ses habitants vers les profondeurs, quand l'air est devenu pour eux irrespirable. Ils ont creusé, en quête du monde évoqué par le prophète. Ils sont ici, sous terre, encore aujourd'hui. Lorsque la vision se dissipe, vous remarquez le corps de Burton étendu à vos côtés, sans vie. Emporté par une insuffisance respiratoire, il vous a quitté. Au moins, vous détenez la clé. Après avoir inhumé votre collègue, vous retournez au choix. Alors, hop là, quelle destination du coup? Donc je rappelle, vous avez 10, 64, 91, 52, 22. « 10, 64, 91, 58, 22. » Vous avez déjà visité 61 qui est juste là.
58. Vous voulez vraiment ouvrir cette porte. Très bien. C'est cool, non? Je sais pas, moi j'aime bien. Oh putain. Une belle porte. Lorsque vous vous approchez de cette structure surgie d'entre les dunes, vous prenez conscience qu'elle est non seulement très haute et de forme rectangulaire, mais aussi particulièrement étroite, comme s'il s'agissait d'un mur ou d'une porte. Et à mesure que vous la contourniez afin de l'examiner plus attentivement, cette hypothèse vous paraît de plus en plus plausible. On dirait une plaque de bronze recouverte de nombreuses strates de sable, si bien qu'elle a presque entièrement perdu sa capacité à réfléchir le soleil. Du haut de ce portail qui ne mène nulle part, de ses montants, des pierres primitives et d'autres temples qui l'entourent tels des sinistres sentinelles, une civilisation si ancienne qu'il serait vain de chercher à la dater, semble vous regarder d'un air mauvais. Les inscriptions sont gravées sur l'énorme plaque de bronze. Alors que vous tentez de les reproduire dans votre carnet, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous interroger. Quelle technologie archaïque a bien pu non seulement sculpter mais aussi dresser cette plaque métallique qui doit peser des tonnes? Certes, les Égyptiens ont bâti les pyramides et des civilisations plus anciennes encore ont élaboré des ouvrages d'ingénierie sans égal, défiant la logique de leur époque, mais ceux qui ont construit cet édifice de bronze ont dû se servir de connaissances perdues depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, à quoi bon placer une porte au beau milieu de nulle part? Où ces constructeurs pensaient-ils qu'elle mènerait? À moins qu'il ne s'agisse d'un symbole purement religieux, chargé de la même portée rituelle que les dolmens celtes? Voilà la réflexion qui en réalité vous effraie le plus. Oh fuck. Les gens, j'ai une réponse de ouf. Captain Mazel, la redit sera dispo sur le Tipeee si jamais dès ce soir. De votre examen détaillé, ces gravures se dégagent certaines pistes concernant le mécanisme susceptible d'ouvrir l'énorme porte. Parmi les inscriptions, vous trouverez 3 orifices dissimulés qui pourraient bien être des trous de serrure, chacun doté d'une forme et d'une fonction différentes. Si vous aviez les 3 clés en votre possession, vous pourriez sans doute enclencher un mécanisme camouflé dans la structure même de la porte, qui vous est pour le moment invisible. Toutefois, une question demeure. Quand bien même vous parviendrez à obtenir ces clés et ouvrir le portail, qui gagnerez-vous, puisqu'il ne semble mener nulle part? Cachées dans la cité sans nom se trouvent 3 clés, chacune gravée d'un nombre distinct. Lorsque vous l'aurez trouvé les 3, additionnez ces nombres et rendez-vous à la page correspondant à la somme obtenue afin d'ouvrir la porte de bronze. En attendant, retournez à la carte principale, page 102 et poursuivez votre exploration. Trop bien les gens. Donc numéro 1, c'était 62, je vous rappelle. Trop cool, non? En vrai, je kiffe. Je tiens à le dire. Du coup, vous avez encore un choix, donc... Donc, les choix, c'est 10. Après, on peut crever, hein, je vous le rappelle quand même. 64, 91 ou 22. Meilleur bouquin de JDR solo. Mais en vrai, sans déconner, moi, enfin, déjà la dernière fois, c'était... Parce que l'appel de Cthulhu était très cool, mais c'était l'autre qu'on avait fait qui était... Ah, c'était les montagnes hallucinées qui était incroyable aussi. Mais l'appel de Cthulhu est vraiment bien, franchement. Non, quand du granité, ce sera pas spoilé, t'es caté. Faut cliquer, hein, les gens. Faut pas marquer dans le chat, je crois pas. Il y a une presque égalité entre 10 et 22, les gens. Je laisse jusqu'à la fin parce que là, on va peut-être mourir hein, de ce choix-là. Si on meurt, ça s'arrête ici, hein, les gens. « 22. » Très bien.
Vous vous aventurez dans ces ruines hantées, dissimulées sous le sable tel un ogre sous un couvre-lit, et parvenez à un bâtiment dont les contours se découpent plus nettement. Il semble s'agir d'un temple, délabré très ancien, dont les décorations murales rappellent les frises de certaines villes égyptiennes du Bas Empire. Celles-ci en revanche sont ordonnées en suivant un modèle géométrique hexagonal, comme si les murs étaient recouverts d'écailles de reptiles. L'entrée même de l'édifice vous évoque une gigantesque bouche de serpent dont les crocs se seraient, grâce au talent de l'architecte du temple, métamorphosés en colonnes. Quant aux 2 profondes fentes de ses yeux, elles semblent suffisamment vastes pour avoir accueilli autrefois de rutilants lapis-lazuli. Porté par une rafale échappée de la gueule béante, surgit alors le son semblable à une mélodie surnaturelle et mécanique que vous avez entendu un peu plus tôt. Comme si la gorge de cet immense serpent de pierre était connectée, dans les profondeurs, à de longues galeries ou diverses issues menant à des points reculés du désert. Armé de tout votre courage, vous allumez votre lampe et vous enfoncez dans les ténèbres. L'obscurité environnante est si pesante que même la lueur de votre lampe peine à la percer. Malgré tout, une évidence s'impose à vous. La rotondité des parois et les vestiges de décoration vous confortent dans l'idée que cette cité a jadis été importante, puissante, à l'image d'Ur et de Babylone. Peut-être l'origine d'une telle grandeur ? Quelle peut être l'origine d'une telle grandeur ? L'intérieur du temple est plus étriqué que l'extérieur. Ici, ces vastes murs laissent place à un dédale de plafonds bas et de salles étroites, ce qui manque d'une certaine logique. En revanche, vous remarquez que sur les parois de nombreuses gravures très complexes, qui pourraient être interprétées comme des hiéroglyphes. Leur tracé évoque une société industrieuse, très avancée sur les plans technologiques et sociaux, qui s'est sans doute imposée comme l'apogée de tout ce que les êtres pensants de l'époque étaient parvenus à accomplir. Ce qui vous interpelle le plus, hormis le fait que ces figures grotesques tiennent plus du reptile que de l'être humain, c'est l'absence de représentation de la mort sur leurs fresques. Une étrange omission, étant donné que la majorité des peuples primitifs étaient obsédés par ce concept, et que les rites de passage vers l'au-delà, vers l'au-delà. En juger par la réticence de ces êtres à évoquer ou idolâtrer la mort dans leur frise, on croirait qu'à leurs yeux, l'extinction, individuelle comme collective, n'était rien de plus qu'une idée extravagante, qu'ils aspiraient, en quelque sorte, à la vie éternelle. Attendez, on a une énigme de ouf. Vous arrivez face à un mur éboulé qui vous bloque le passage. Néanmoins, dans les couloirs annexes, vous découvrez un jeu de leviers et de symboles qui pourraient être des nombres. Une suite mathématique incomplète semble gravée dans la pierre. La voici. 1, 2, 3, 4, 5 égale 0. 9, 0, 8, 2, 1 égale 4. 4, 5, 5, 0, 1 égale 1. 8, 8, 3, 0, 3 égale 5. 9, 0, 0, 8, 6 égale point d'interrogation. Quel est le chiffre manquant à la place du point d'interrogation et que se passera-t-il si vous complétez cette série? Donc, 1, 3, 6 ou 9. Vous inquiétez pas, je vais le mettre. 1, 3, 6, 9. Et je vous laisse 3 minutes, d'accord? Est-ce que vous arrivez à lire les chiffres? Ou pas? Si vous y arrivez pas, je vais... Attendez. Nope. Bon, attendez, je vais les réécrire. Ne vous inquiétez pas. Parce que pour le coup, ça serait con que vous ratiez l'énigme pour ça, quoi. Donc...
Ça va là? Hop. Allez-y les gens. Quel choix? 1, 3, 6 ou 9? Elena dit faut compter les ronds dans les chiffres. Ça se tient pas mal, ouais. Faut cliquer, hein, les gens. Ça sert à rien d'écrire, faut cliquer sur les choix. Très bien. Vous avez donc voté 6. Je rappelle que si vous échouez, c'est définitif. Vous avez dû choisir la bonne solution. Quand vous actionnez le levier, un passage secret s'ouvre sur votre gauche, vous permettant ainsi de continuer et de vous enfoncer dans les profondeurs de l'édifice. Sous ces plafonds bas, vous commencez à vous sentir claustrophobe. Quoi qu'il en soit, vous avez trouvé la solution. À l'évidence, les chiffres se rapportaient à la quantité de cercles contenus dans chaque nombre. Il y en a 6 dans 09, 08, 6. Si l'on compte les deux boucles du 8. Le chiffre manquant était donc 6. Très prudemment, vous pénétrez dans l'obscurité. À travers une lucarne creusée dans le toit, vous distinguez la lune qui vacille, comme reflétée dans un bassin d'eau agité. Sans que vous ne sachiez pourquoi, cette vision vous rassure. Et pourtant, jamais vous n'avez été aussi terrifié. Pas assez cependant pour réprimer votre soif de découverte prodigieuse. L'homme qui s'engouffre désormais dans la salle la plus sombre de la caverne n'est plus le timide chercheur de Miskatonic, mais un explorateur aguerri, digne de ceux qui ont rempli les espaces vides des cartes de l'Afrique noire. Que s'apprête-t-il à découvrir? La salle à laquelle vous accédez est vaste, circulaire. Il ne semble pas disposer d'ouverture pour l'aérer. Elle en a sans doute toujours été dépourvue, même à l'époque où le désert ne l'avait pas encore ensevelie. Les vestiges d'étranges fresques, de curieuses arabesques dont la peinture s'est effritée recouvrent les murs. Et, au centre de cet espace immense, un piédestal se dresse. À son sommet, une clé. Du moins, ce qui ressemble à une clé. Bien que la forme singulière de son anneau suggère qu'elle n'a pas été conçue pour une main à 5 doigts. Vous vous en approchez, attiré par l'éclat rutilant de son or, car elle semble avoir été fabriquée dans ce métal. Une infâme cupidité envahit alors vos sens. Serait-ce ce qu'a éprouvé Alan Quatermain lorsqu'il a découvert les trésors de Salomon dans l'Afrique profonde? Le nombre 37 est gravé sur une de ces faces de la clé. Très bien. Donc 62 plus 37. Et nous revenons à la cité. Donc, quel choix? Donc, 10, 64. On avait fait quoi tout à l'heure? On a fait 61. On a fait 22, je crois. Oui. C'est lequel qu'on n'a pas fait? « 10, 64, 91, 58... » Non, c'est bon. « 10, 64, 91, 58... » Ah non, 58 c'est la porte, c'est pour ça on l'a déjà fait en fait. Je suis bête, désolé. Hop là. 10, 64 ou 91. Cette ligne-là. « 10, on dirait des griffes qui sortent du sol. J'ai du mal à croire qu'il y aura une clé là, mais si vous voulez. Hein. Très bien. 10. Pareil à des obélisques fissurés, 4 piliers jaillissent du sol.
Ils semblent regroupés autour d'un noyau commun, comme s'il s'agissait des doigts d'une main ensevelie. En vous approchant, vous distinguez des éraflures taillées dans la pierre des colonnes, tout en haut presque au sommet. Vous entreprenez alors d'escalader le plus proche. Au début, l'ascension se révèle ardue et vous tombez plusieurs fois. Par chance, le sable est meuble. Mais à force de ténacité, vous atteignez enfin votre but. Ces inscriptions correspondent sans doute à une sorte d'écriture hiéroglyphique, qui ne ressemble en rien à celle des Égyptiens, des Chaldéens ou d'une autre civilisation antique. Elles sont si anciennes qu'elles vous évoquent Sarnath la maudite et les villes du pays oublié de Mnar. Elles ne représentent pas des personnes vivantes, pas même des humanoïdes, mais semblent constituer un ensemble complexe d'idéogrammes respectant une certaine logique mathématique. Après plus d'1 heure passée à grimper comme un singe à ses doigts de pierre afin d'en déchiffrer les inscriptions, vous finissez par vous convaincre qu'il existe véritablement une relation arithmétique cachée quelque part. L'ennui, c'est qu'elle est si énigmatique que vous ignorez comment la décrypter. Malgré tout, avec l'exceptionnel esprit universitaire qu'est le vôtre, vous ne devriez pas éprouver trop de difficultés à résoudre l'énigme. Soudain, un rayon de soleil frappe la pointe des obélisques et se réfracte en plusieurs faisceaux lumineux. C'est un spectacle somptueux. La lumière semble former une trame qui, tel un lacis de minces filaments étincelants, relie les piliers de pierre entre eux. Au sommet de chaque colonne apparaît alors une icône et 3 autres devant elle en miroir. Dans chaque groupe de symboles, 2 sont horizontaux et les 2 autres apparaissent comme une transformation géométrique des 2 premiers. Combien de symboles différents comptez-vous au total ? Si vous connaissez la réponse, additionnez 2 au résultat et rendez-vous à la page correspondant aux sommes obtenues. Alors attendez. Au sommet de chaque colonne apparaît alors une icône et 3 autres devant elle en miroir. Sachant qu'il y a 5 doigts, on est d'accord. Non, 4 piliers. 4 piliers. Donc il y a 4 piliers. Dans chaque groupe de symboles, 2 sont horizontaux et les 2 autres apparaissent comme une transformation géométrique des 2 premiers. Combien de symboles différents comptez-vous ? Ben, 4 fois 2. 4 fois 2 plus 4. C'est ça, non ? Au sommet de chaque colonne apparaît une icône et 3 autres devant elle en miroir. Dans chaque groupe de symboles, 2 sont horizontaux et les 2 autres apparaissent comme une transformation géométrique des 2 premiers. Combien de symboles différents comptez-vous au total ? Donc 4 fois 2 plus 4. 12. Donc ça veut dire la page 14. On est d'accord, hein ? Il y a 2 symboles horizontaux, plus 2 symboles bizarres. C'est les 2 symboles qui comptent, donc 4 fois 2. Et on compte les symboles horizontaux, qui sont tous bizarres. Parce que 4 symboles horizontaux, plus les 2 symboles modifiés, ils sont différents en fait. Donc les symboles horizontaux, ils ont jamais dit qu'ils étaient pareils. Il y en a 3 dans le reflet. Donc 3 symboles devant elle en miroir. Ah oui, bah non, en fait, oui, t'as raison. Bah du coup, 4 x 4. Bah, c'est très compliqué à lire parce que... 4 x 4... Ouais, sans le texte. Je peux réavoir les... Voilà, je vous dis. Hein. Au sommet de chaque colonne, il y a 4 colonnes, apparaît alors une icône et 3 autres devant elle en miroir. Dans chaque groupe de symboles, 2 sont horizontaux et les 2 autres apparaissent comme une transformation géométrique des 2 premiers.
Combien de symboles différents comptez-vous au total? Et il faut ajouter 2 au résultat final, évidemment. « 4 fois 2 ?» Sûr que non. Ah, c'est pas simple, hein, franchement. Et puis, le problème, c'est surtout qu'ils utilisent symbole, machin... Si pour chaque pylône il y a 4 symboles mais que 2 sont des reflets, ça ne fait plus que 4 pylônes fois 2 images uniques. 4 fois 3 plus 2. Bah c'est ce que j'ai dit mais... Rien n'est moins sûr les gens. 32 ? Il parle de symboles et d'icônes. 14, ça voudrait dire 16. Tu as dit 4 pylônes, une image devant 3 autres, 2 des images sont des reflets. Pourquoi pas le schématiser? Bah essayez, mais là je... Deux fois 2 symboles dans les parallèles du piqué fois 4 pylônes. Bah 4 fois 4, ouais. C'est lourd de recopier le texte. Bah... Que quelqu'un le note, s'il vous plaît. Je vais le lire lentement. Au sommet de chaque colonne apparaît alors une icône et 3 autres devant elle en miroir. Dans chaque groupe de symboles, 2 sont horizontaux et les 2 autres apparaissent comme une transformation géométrique des 2 premiers. Combien de symboles différents comptez-vous au total? Ah, on peut pas... Enfin, si, on peut tricher, mais... Attendez, je regarde un truc, mais je viens de comprendre quelque chose. Écoutez bien ce qu'ils disent. Une icône, 3 autres devant elle en miroir. Dans chaque groupe de symboles, 2 sont horizontaux et les 2 autres apparaissent comme une transformation géométrique des 2 premiers. Mais en fait... Ils sont horizontaux, c'est le même symbole. Donc non, c'est 4. En gros, il y a une icône, les autres c'est en miroir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est 4 colonnes, donc il n'y a que 4 symboles en fait. C'est les mêmes, les autres. C'est juste qu'ils sont déplacés dans l'espace, mais c'est les mêmes. Donc c'est 4, donc c'est 6. Je précise que... Bah écoutez, je regarde ce qu'il y a à 6. Ok, attendez. 6. En effet... Bien que certains soient couchés et d'autres de symétrie, ce n'est pas l'orientation ou la forme des icônes qui importe, mais leur nombre. Bah moi c'était soit 6, soit 14, mais bon. Aussi, si l'on compte 4 colonnes de pierre, il y a seulement 4 symboles distincts. Bien vu. Franchement c'est chaud la bite. Sincèrement, je trouve que l'énigme n'est pas très bien écrite. Vous déchiffrez un code mathématique qui vous permet d'interpréter le sens de ces hiéroglyphes et parvenez à la conclusion qu'il s'agit d'un calendrier solaire. Seulement, il ne se réfère pas au mouvement du soleil de notre Terre, mais à ceux d'une étoile lointaine qui n'apparaît qu'à certaines périodes de l'année dans la constellation australe de la Poupe. À en croire les gens d'ici, c'est l'un des astres les plus ardents de tout l'univers, une naine blanche de forte densité, seulement 3 fois plus grande que la Terre. Il semble que les obélisques calculent la durée, pourtant incommensurable,
nécessaire au refroidissement de cette étoile jusqu'à devenir une naine noire. Quelles seront les terribles conséquences astronomiques de cet événement lorsqu'il se produira dans, voyons, 5 fois 4 plus le cosinus de la racine carrée de pi, vous faites gentiment le calcul, 1 billion d'années à un siècle ou deux près? On ne peut pas dire billion en français, non? Les hiéroglyphes ne le révèlent pas, mais il existe sûrement un lien avec le réveil de la chose qui, en ce moment même, sommeille parmi les nuages de poussière de la galaxie où seul règne le froid et les ténèbres. Saisi d'un frisson, vous retournez à la carte principale. Tout ça pour ça? Il ne reste plus que 2 lieux, 64 ou 91. Merde, désolé, je vous montre pas la map. Ouais, je m'attendais à... Par contre, ouais, le système de réponse comme ça est cool en vrai, je trouve. Parce que tu peux cheater, c'est chiant de cheater, je pense. Parce que là, pour le coup, tu... Enfin, ouais, si, c'était forcément un... Ouais, si, ça va. Ils ont probablement l'épreuve la plus dure pour un petit easter egg pour pas bloquer le joueur. Ouais, je pense. Bah, c'est pas mal, c'est fun. Attention, ça se joue à très peu de choses, les gens. N'oubliez pas, ça ne sert à rien de mettre le chiffre dans le chat, faut cliquer dessus avec votre doigt ou avec votre souris, sinon ça n'a pas d'impact. Attention, et... 91, très bien. Vous parvenez à une esplanade où le sable déposé par les vents semble dissimuler un motif ancien. De l'immense étendue de poussière jaunâtre émerge, ci et là, des lignes droites, sombres, comme si un dessin se trouvait tracé dessous, sous une surface plane. Vous décrivez des cercles de plus en plus vastes autour de la forme, tel un cartographe déterminant les limites géologiques d'un terrain. Au bout d'1 heure, vous êtes quasiment certain que ces lignes cachées représentent une gigantesque étoile à 9 branches. Par ailleurs, vous croyez distinguer à leur sommet au moins 2 entrées de profondes failles qui faisaient peut-être office d'égout à une époque lointaine où il y avait de l'eau à évacuer. Que peuvent bien signifier ces lignes entrecroisées? S'agit-il d'un symbole religieux ou est-ce purement décoratif, à moins qu'elle n'ait eu une fonction plus pratique? Il y a peu, vous avez eu vent de la découverte d'un plateau en Amérique du Sud, lui aussi traversé de grandes lignes que l'imagination populaire a transformé en piste d'atterrissage pour les chariots des dieux. Cependant, vous n'êtes pas sûr qu'il s'agisse de la même chose. De plus, quelle divinité oubliée voudrait atterrir ici? Bien décidé à mener l'enquête, vous vous faufilez dans l'un de ces puisards. C'est un conduit étroit, étouffant, dont les parois retiennent malgré la chaleur du désert une sorte d'humidité résiduelle, une fraîcheur fossile qui perdure à travers les âges. Ça sent la mort, hein, je vous le dis comme je le pense, mais voilà. Vous vous enfoncez peu à peu dans l'obscurité, entamant ainsi une descente vers de lointaines abîmes, d'où surgit un vent étrange qui porte une musique métallique, inhumaine, qui vous donne la chair de poule. Tout à coup, le tunnel s'ouvre sur une galerie, au plafond voûté, terminée par une volée de marches grossières, minuscules et particulièrement escarpées. Elles entreront vos cauchemars aussi longtemps que vous vivrez, car vous saurez bientôt ce qu'elles signifient et qui les a foulées en des temps immémoriaux. Le plafond bas du boyau est peu commode pour un homme de taille moyenne comme vous. Les Touaregs, eux, s'en accommodent peut-être étant plus petits. What the fuck? C'est là, dans les ténèbres, plongés dans ces tunnels qui s'étirent à l'infini, toujours plus étouffants, que vous reviennent en mémoire des perles de savoir puisées dans vos contes démoniaques. Comme les mots d'Alazred le fou. N'est pas mort ce qui a jamais d'or, et au fil d'airs étranges peut mourir même la mort. Mais aussi des paragraphes tirés des œuvres hérétiques de Damasius, et certains vers particulièrement horribles du délirant Image du monde de Gauthier de Metz. Auriez-vous succombé à la démence? La noirceur de l'au-delà aurait-elle eu raison de vous? Soudain, la galerie débouche sur une caverne plus grande, garnie d'objets étranges.
Dans cette salle étroite, guère plus qu'une extension naturelle du couloir, vous découvrez des alcôves creusées dans des parois. Elles sont occupées par de nombreuses boîtes de bois au couvercle de verre. Il semble s'agir d'une collection de reliques paléozoïques d'une inestimable ancienneté, aux implications tout à fait inconcevables. Vous examinez de plus près les boîtes, oblongues et horizontales, vous font affreusement penser à des cercueils. Elles sont illuminées par une phosphorescence minérale, celle qui vous permet de vous orienter dans la pénombre. Au mur, des dessins plus fantastiques les uns que les autres constituent une fresque ininterrompue, défiant toute tentative de description. Une chose est sûre, elle n'a pas été sculptée de main d'homme. Quant aux cercueils, ils contiennent les dépouilles momifiées de créatures aberrantes, dont la laideur surpasse de loin les limites tolérées par l'esprit humain, par l'esprit de l'homme civilisé. Des reptiles, mêlés de dogues ou de satyres, aux cornes recourbées sur un front plus colossal encore que celui de Jupiter lui-même. Une seule remarque dans le chat par rapport au front et je vous bute. Dont l'absence de nez, la mâchoire d'alligator et les horribles doigts griffus les relèguent hors de toute classification paléontologique. Summum de l'absurde, ces créatures sont emmaillotées dans de luxueux vêtements et parées de superbes bijoux, ce qui dénote une intelligence avancée et vous effraie au plus haut point. Sale bête. Terrorisés, vous reculez en chancelant dans l'espoir de vous éloigner au maximum de ces cadavres. Toutefois, impossible de leur échapper car ils envahissent la galerie, entreposée pour l'éternité dans le sol, les murs et le plafond. Des milliers de représentants momifiés de l'ancienne race. Sur les fresques murales s'étendent toutes sortes de scènes grotesques dépeignant les rites d'une civilisation qui ne croyait pas à la mort. Quel pays antique ne possède aucun mythe concernant l'au-delà, mais pratiquait des sacrifices en l'honneur de ces dieux pervers. L'un des dessins représente un reptile mince, vêtu d'une toge, sorte de prêtre suprême, s'apprêtant à sacrifier un pauvre malheureux sur un autel. Il semble se tenir au sommet d'une vaste pyramide en terrasse, ou ziggourate, sous laquelle se déploie une immense ville peuplée d'esclaves, sûrement des êtres humains assujettis par cette abominable race de reptiles. Tout à coup, un fracas vous glace le sang. Un objet lourd s'est déplacé au fond de la galerie, l'inondant d'une aveuglante lueur dorée. On dirait que l'une des parois, en détectant votre présence, s'est ouverte comme un grand plateau, afin de vous révéler ce qui se cache de l'autre côté. Derrière vous, dans le couloir, retentit une cavalcade, comme si quelque chose approchait à toute allure. Vous voilà pris au piège entre deux phénomènes inconnus. Face à vous, cette mystérieuse lumière éblouissante qui pourrait annoncer n'importe quoi. Elle ne peut être qu'artificielle, puisque cette caverne ne dispose d'aucune ouverture vous permettant qui permettrait au jour d'entrer. Et derrière vous, ces choses en approche qui vous bloquent l'unique issue. Les deux horreurs qui vous attendent, assurément. Laquelle préférez-vous affronter? Quel choix? 1. La lumière. 2. Attendez, hop. 1. La lumière. Merde. 2. On attend. Est-ce que vous allez vers la lumière ou est-ce que vous attendez? Je pense qu'il y a un mauvais choix. C'est toujours foireux d'aller vers la lumière. Ou pas, hein. Je vous rappelle que si vous mourrez, hein. Vous n'aurez pas la fin. Hein. Donc la lumière. Très bien. La lumière. Attendez 2 secondes. Je regarde si vous mourrez tout de suite. Putain, je suis perdu. 2 secondes. 69.
Lorsque vous vous approchez du halo de lumière dorée qui semble baigner toute cette pièce de la caverne, vous avez l'impression d'avoir subitement pénétré dans la couronne solaire. Il fait chaud, mais c'est une chaleur à la fois sèche et glaciale, tout bonnement inexplicable. À cet instant, la vision qui s'offre à vos yeux vous arrache un cri de stupeur. Vous vous tenez au bord d'un abîme insondable à l'éclat infini, un véritable océan de brume iridescente. Une vue similaire sans doute à celle que l'on pourrait apercevoir du monde depuis le sommet du mont Everest. On croirait que la galerie débouche sur une gigantesque caverne souterraine dont les limites se perdent au-delà de votre vision, mêlées aux confins de cette lueur funeste. Néanmoins, quelque chose se cache sûrement là, en bas. La chose à l'origine des sons inexplicables et de cette mystérieuse musique que vous entendez sans cesse, aux alentours de la cité comme à l'intérieur. Les associations d'idées sont parfois très curieuses et vous vous recroquevillez sur vous-même en songeant au fait que, à l'exception de la malheureuse victime condamnée au sacrifice que vous avez pu voir sur les fresques, la seule présence humaine parmi ces vestiges et symbole d'une vie primitive est la vôtre. Une volée de marches sinueuses s'enfonce vers les profondeurs du monde. Peut-être se conduisent-elles au pied de cette caverne titanesque. L'abîme soulève un dilemme pour l'explorateur aguerri que vous êtes. Faut-il descendre et contempler ces merveilles de vos propres yeux, au risque d'y perdre la raison, ou rebrousser chemin à toute allure, avant que des êtres innommables ne s'aperçoivent de votre présence? Même l'horreur de vous trouver confronté à ce vaste panorama, à ce monde de brume spectrale, ne peut rivaliser avec la sensation que vous inspire l'antiquité abyssale de ces lieux, qui défie toute estimation et vous toise d'un air mauvais du haut des strates de pierre primitives, érodées par le passage d'air révolu. Ici, le temps lui-même s'est fait gardien de secrets profanes, sans nom. Soudain, une puissante bourrasque digne d'un ouragan vous fait rouler plusieurs marches plus bas. Elle est accompagnée d'une cacophonie si assourdissante qu'elle fait vibrer les os de votre crâne. Poussant un cri de douleur, vous vous prenez la tête entre les mains pour l'empêcher d'exploser et tomber. Incapable de vous arrêter, vous dévalez douloureusement les marches en roulant sur vous-même. Quand votre chute s'interrompt, enfin vous atterrissez sur un palier du gigantesque escalier, lui-même divisé en 5 ou 6 autres embranchements, tous plus sinueux et escarpés les uns que les autres. En vous frottant le crâne qui s'est ouvert dans votre chute, la plaine heureusement pas profonde, vous jetez un regard alentour et vous êtes saisi d'effroi. Malgré la distance, vous distinguez dans la brume lumineuse toutes sortes de formes, des pics de pierre aiguisés, des plaques verticales constellées de petites fenêtres qui ont l'air d'obélisques occupés, les ombres de vastes constructions en forme de pont, de minuscules étincelles de gaz en combustion exhalées par des cheminées tortueuses. Il s'agit d'une ville, pas d'une ville humaine, à l'évidence, et elle semble habitée. Le bâtiment le plus proche a la forme d'une pagode, les pointes de son toit dirigées vers le sol. La porte d'entrée est ouverte comme si les propriétaires ne craignaient pas la visite d'éventuels intrus. D'ailleurs, à bien y regarder, les ouvertures creusées dans les murs semblent toutes dépourvues d'huisseries. Choix numéro 1. Hop. Alors, quel choix? Hop là, quel choix? Choix numéro 1, aller visiter la maison. Choix numéro 2, s'enfoncer dans la fameuse cité sans nom. Enfin, je vous le dis exactement, c'est 1, souhaiter explorer ce premier bâtiment. 2, préférer descendre dans les profondeurs de la ville. D'accord. Et je me demande pourquoi là ça vous évoque la cité sans nom. Je me demande vraiment pourquoi. Le Mamès, c'est la fin là, on est sur la fin de la fin. On a déjà fait le cauchemar d'Innsmouth, et là on fait ça, et après on vous fait gagner un bouquin qui n'est ni l'un ni l'autre, qui sera l'appel de Cthulhu. Le Mamès, la rediff sera disponible sur Tipeee dès ce soir, et sinon la semaine prochaine sur YouTube. Vous entrez dans la maison, très bien. Dans la plus grande discrétion, vous vous approchez de l'édifice. Pourquoi ces architectes ont-ils omis les portes? Peut-être parce que tout le monde est digne de confiance dans la cité souterraine. Ici bas,
Personne ne fait éruption sans y avoir été convié et les bâtiments appartiennent à tous. Il est d'ailleurs possible que le terme même de propriété ait été oublié il y a longtemps, sans jamais refaire surface. L'entrée principale donne sur une salle circulaire à la décoration aberrante, encombrée d'objets dont la fonction vous échappe. Il pourrait s'agir d'un entrepôt ou même d'un musée ou simplement du foyer de l'une de ces créatures, meublé des nombreux biens qu'elle a pu cumuler au long de sa longue vie. Depuis l'étage supérieur vous parvient un bruit, une sorte de toux ou de grognement guttural. Vous ne sauriez le dire. Vous remarquez alors un escalier qui monte en colimaçon pourvu des mêmes petites marches basses auxquelles vous commencez à vous habituer. Veillant à en faire le moins de bruit possible, vous le gravissez lentement jusqu'au moment où votre tête émerge sur le palier. Lorsque vous découvrez ce qui s'y trouve, vous retenez un cri. Ce deuxième niveau semble être un atelier. Ses murs sont garnis de placards et une imposante table, plutôt basse, trône en son centre. Un secrétaire peut-être ? Les étagères débordent de plaques finement taillées dans une pierre semi-transparente, semblable à de l'obsidienne. Elles sont rangées dans un certain ordre, bien que chacune présente une forme irrégulière distincte, et sont recouvertes d'étranges gravures cunéiformes, dont la symétrie interne évoque une sorte d'écriture. On y trouve également des dessins entourés d'une numérotation inhabituelle, basée sur une succession d'encoches et de points, qui ressemblent davantage à des diagrammes techniques qu'à des œuvres artistiques. Cependant, rien de tout cela ne vous intrigue autant que la créature qui se trouve assise face au secrétaire. Il s'agit de l'un de ces êtres, mélange de hyènes, de reptiles et de monstres issus de la mythologie grecque. Il a l'air très vieux, décrépit, bien plus voûté que tous ceux que vous avez croisés jusqu'alors, comme si son corps était suspendu à l'arc de sa colonne vertébrale. Il est occupé à graver une plaque d'obsidienne à l'aide d'un artefact semblable à un moule cunéiforme, fonctionnant à la chaleur. Quelle connaissance incroyable peut-il bien inscrire pour la postérité dans cette étrange écriture ? C'est alors que très lentement, le scribe se retourne sur son siège et braque sur vous son regard. Je pense que c'est la fin, les gens. Vous restez tous deux paralysés, les yeux braqués l'un sur l'autre, vous ne sciez pas. Quant à la créature, elle en est incapable. Au bout d'un certain temps, elle tend vers vous une main amicale et vous invite à vous asseoir à ses côtés sur un tabouret. Abasourdi, sans savoir comment réagir, vous obéissez. Alors que vous êtes à 2 doigts de l'infarctus, l'être bouge lentement la bouche, comme s'il tentait d'adapter sa langue à des sons qu'elle n'est pas conçue pour produire. Il articule alors dans une espèce de sabéen proto-historique. « Homme d'en haut !» Au début, vous ne le comprenez pas. Alors d'un doigt à l'ongle divisé, il vous montre un casque. Lorsque vous vous en coiffez, sa langue devient subitement compréhensible dans votre tête. « Vous ne devriez pas être là. Ce n'est pas un lieu pour vos semblables, dit-il, sans cesser de frapper des symboles. Les fungi de Yugos n'auraient pas dû permettre à votre race de prospérer. Ce sont nos amis. » Je suis arrivé par accident, balbutiez-vous dans cette langue oubliée. Qu'est-ce que vous êtes? Que faites-vous ici? C'est plutôt à moi de vous poser cette question, murmure le vieillard. C'est votre race, l'anomalie. Nous sommes restés identiques depuis des millions d'années. Il n'a pas tout à fait tort. Vous n'aviez jamais vu les choses sous cet angle. Ce sont les hommes qui sont descendus des arbres et ont perdu leurs poils. Je suis le chroniqueur, j'observe, je date et je note. Je vais d'ailleurs inscrire votre visite afin que le souvenir de ce jour ne disparaisse pas dans l'éternité. Comment se fait-il que vous soyez encore vivant, caché ici? Comment se fait-il que vous soyez encore vivant, caché ici dans les profondeurs du monde? Demandez-vous au chroniqueur. D'abord, tout n'était que chaleur et gaz. Le feu primordial régnait sur les continents constitués de lave en fusion, puis la pluie est tombée durant des millions d'années. Et c'est ainsi que se sont formés vos océans. L'air d'en haut est devenu irrespirable, alors nous avons dû nous enfermer sous terre. Nous qui étions au froid si forts et si puissants, qui dominions le monde, cachés, tapis comme des serpents de sable, humiliés, incapables de vivre à la lumière cruelle du soleil. La vieille créature semble réellement mélancolique, comme si elle se remémorait des événements qu'elle-même avait vécus dans son enfance. C'est impossible, bien sûr, à moins qu'elle n'insinue que sa race est immortelle. Sera-ce la raison pour laquelle les fresques ne mentionnent aucun mythe concernant l'au-delà? Mais nous avons œuvré patiemment, oh oui, aidés par nos frères, les Migos.
Ils détiennent les connaissances et survolent de nouveaux pâturages que ce maudit oxygène ne peut atteindre. La construction de la nouvelle cité est presque achevée. Ici, nous ne sommes plus très nombreux. Quelle nouvelle cité? Où l'avez-vous bâtie? L'être ne réagit pas aussitôt, mais finit par lever les yeux vers le plafond. Vous comprenez alors qu'il évoque un lieu situé très haut, au-dessus de sa caverne, au-dessus du monde de la surface, qui sait, peut-être même au-dessus des nuages. De nouveau absorbé dans ses gravures, le chroniqueur ne vous adresse plus la parole. Vous laissez le casque traducteur à sa place et quittez la pièce tête baissée. Son récit vous a sérieusement ébranlé. Avant de partir, vous vous emparez d'une clé suspendue au bout d'une chaînette. Elle est gravée du numéro 7. Vous la glissez dans votre sac à dos et rebroussez chemin jusqu'à la surface, perdu dans d'atroces réflexions. Fuck yeah! Le calcul est simple. 62 plus 37 plus 7. Pourquoi plus 9? Incroyable, vous avez réussi à rassembler les 3 clés. Exténuez la douleur irradiant dans toutes vos articulations, vous vous traînez jusqu'à l'énorme porte et insérez chaque clé dans sa serrure. Comme elles ont toutes une taille, une forme et un poids différents, vous n'avez aucune peine à deviner où chacune s'emboîte. Une fois toutes les clés insérées, vous les tournez dans le sens inverse de la rotation du Soleil. Il existe sans doute une signification kabbalistique à ce mécanisme, caché quelque part. D'énormes plaques de bronze se mettent alors à gémir, secouées de tremblements comme si elle était vivante. Les gravures dans la porte, qui tracent les contours d'océans et de continents aux ondes oubliés par l'être humain, se libèrent de leur croûte de sable en projetant de fines cascades de poussière. Épouvanté, vous reculez de quelques pas lorsqu'un mince filet de lumière divise en deux la plaque, qui s'ouvre en son centre. Cependant, cette clarté n'est pas de votre temps, et c'est là ce qui vous effraie le plus. Il semble s'agir d'une aube, dérobée à un autre soleil, à une époque différente de son développement. Une lueur d'un autre âge, irradiant depuis une ancienne ère géologique qui n'avait pas encore succombé à la décadence. Après des milliards d'années de vieille muette, la porte frémit et finit par s'ouvrir. Dans un mouvement lugubre, la porte finit de s'ouvrir. Cependant, ce qui se cache de l'autre côté ne correspond pas à la réalité de votre monde. Ce n'est ni le désert, que l'on s'attendrait évidemment à trouver, ni même d'autres bâtiments de la cité sans nom. Lorsque ces deux battants sont largement séparés, le portail révèle un océan de clarté dorée, un chemin vers un autre lieu, un tunnel de lumière menant à des contrées dont l'être humain n'a jamais rêvé. Comme vous êtes un homme de science parvenu jusqu'ici au lieu de rejoindre à toutes jambes la civilisation, vous vous surprenez à mettre un pied devant l'autre, vous approchant ainsi millimètre par millimètre de l'énorme rectangle brillant, jusqu'à ce qu'il vous engloutisse. Comment décrire avec des mots un voyage vers l'infini, un changement de réalité, de paradigme? Peut-être n'existe-t-il aucun terme dans votre langue adapté à une expérience pareille. Néanmoins, vos yeux l'aperçoivent, votre cerveau l'absorbe, tel un torrent de couleurs, de géométrie étrange et de dimensions insensées. Lorsque tout se termine, vous vous trouvez de l'autre côté, debout, face à un nouveau paysage, un monde qui vous est entièrement étranger. Votre présence attire immédiatement l'attention d'êtres qui l'habitent. Inutile de préciser que derrière vous, la porte s'est refermée. Il vous est désormais impossible de rallier votre époque et votre monde. À ce stade, votre unique option est d'aller de l'avant. Le paysage qui s'offre à vous est manifestement lunaire, de la lune de la Terre, avec ses cratères et ses collines, de fines poussières blanches. Au milieu du panorama se dresse une ville semblable à celle que vous avez découverte à votre époque, la cité sans nom. Seule exception, celle-ci apparaît majestueuse dans toute sa splendeur. Elle fourmille de créatures de petite taille qui, lorsqu'elles vous voient, abandonnent leurs tâches pour déployer leurs grandes ailes et voler vers vous. Curieuse de savoir qui est cet intrus. Comble de l'absurde, le manque d'air ne vous tue même pas. Vous êtes toujours vivant, vous respirez, à croire que ce cratère est recouvert par un dôme invisible, capable de préserver les conditions de vie élémentaires. Le ciel est constellé d'astéroïdes qui semblent constitués de roches lunaires, comme si l'astre s'était brisé en 1000 morceaux. Sur certains, vous apercevez d'autres cités illuminées, elles aussi de millions de lueurs scintillantes, des villes habitées. Vous trouverez-vous dans un passé extrêmement reculé ou dans un lointain futur où la Lune s'est divisée en fragments éparpillés en anneaux autour de son noyau? Un anneau où ces choses, ces êtres,
ont enfin réussi à bâtir leur civilisation idéale. En tant que scientifique, il est possible que cette fois-ci, vous soyez allé trop loin, au-delà même des frontières les plus extrêmes de la science. Fin. Eh bien écoutez, vous avez pour moi eu une bonne fin, encore une fois. Hein. Il y a d'autres fins, j'ai vu des trucs, il y a d'autres personnes qu'on peut croiser et tout ça. Hein. Donc là, je dirais qu'on a quand même plus exploré. On a peut-être fait la moitié du bouquin quand même. Hein. Là, dans le premier bouquin, on a fait un tiers. Là, on a fait la moitié, je pense. Très très cool. Vous avez donc une édition à gagner. Et donc, pour la gagner, il suffit de participer aux billes. Comble de l'horreur. Les billes. Alors, pour rejoindre... Alors, attendez, je regarde s'il y a un truc avec marqué genre Cthulhu ou je sais pas quoi. Alienated. Allez, ça a l'air très bien. On va regarder. Parfait. Écoutez, parfait. On est dans le trip. C'est très bien. Point d'exclamation play pour rejoindre. Tout le monde peut jouer. Sauf moi, bien sûr. Le son est fort sa mère. On fait pour comme ça. C'est le moment les gens, il n'y a rien besoin d'autre à faire que point d'exclamation play. Putain. Carnoris qui a une putain de skin. Putain mais je l'entends à l'intérieur de mon crâne quoi le truc. Attendez, je vais baisser le son du jeu, c'est insupportable. Vous l'entendez aussi comme si c'était à l'intérieur de vous ou pas? Ah, c'est mieux là. Pour l'exclamation play, c'est le dernier moment pour rejoindre la partie. C'est gratuit, hein, vous pouvez gagner un bouquin, c'est plutôt cool quand même. D'ailleurs, je remercie encore une fois l'éditeur qui nous permet de faire ces soirées-là. En vrai, c'est toujours un plaisir. Je passe vraiment un bon moment sur ces livres dont vous êtes le héros. C'est toujours cool. Et ils ont toujours des formats un petit peu différents, ce qui est très cool. Il n'y aura pas de musique spéciale parce que là, l'attention sera dans le résultat. La course est partie. Je rappelle que le record chez nous est détenu par Idao38 qui avait fait 1 minute 56. Il ne faut pas se faire capturer par les aliens, hein, je tiens à le dire. Ouf, RL est bien parti. Par contre, là de l'autre côté, il y en a qui se font capturer, j'ai l'impression. Ah, Babila Bizef, bien parti aussi. Death Nounours, c'est la mort, hein, je crains. Oh putain, t'as failli... Oh là 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 là. Ouais, alors... Official Celion semble prendre une belle avance. Genre très belle avance même. Maintenant il va falloir traverser le champ de maïs et ne pas périr. Aïe 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 aïe, c'est un peu la flip là. Hein. Je rappelle que Idao38 est un fantôme, hein, ce n'est pas une personne qui joue. Mastaflo, pas mal. Nighty Max, pas mal. Je sais pas si être à l'extérieur est une bonne idée. Mastaflo, c'est quand même bien parti hein, là. Hein. Aura Dream, pas mal aussi. Léa Foufou, pas mal. Tiens, d'ailleurs, j'ai complètement oublié de le redire, mais c'est vrai que c'est important. J'ai rajouté des offres. 11 offres à 66 € sur le Tipeee. Parce que voilà, beaucoup de gens s'étaient plaints du fait que ils n'avaient pas forcément les moyens au début du mois et je le comprends totalement et il y en a qui ont raté la possibilité d'avoir cette offre donc j'en ai rajouté 11 et au vu du succès du Tipeee
Donc vous pouvez, il en reste encore un petit peu. Mais c'est le dernier moment, je le dis. Donc, Mastaflo, c'est pas mal là. Mastaflo. Attention, tu peux rater le... Oh fuck, non. Mastaflo. Valaga. Putain, ça s'est joué à rien. Valaga, bravo. À mon avis, ça se joue à une fraction de seconde. Putain, incroyable. On reste quand même jusqu'à la fin. Putain, Anaconda, je suis désolé pour toi, t'es bon ou bonne derrière. Je suis sincèrement désolé, là c'est vraiment pas ouf. Beaucoup de morts dans cette run, putain. Émilie Devers dans le nez, ça y est, c'est fini là. Décédé avant même d'arriver, c'est juste triste en fait. Valaga, bravo. Du coup, je vais t'envoyer un mail et il va falloir que tu me donnes ton adresse, etc. Ton adresse perso. Pas un mail, un MP. Et voilà. Putain, Valaga, regarde Luna the Werecat et Aura Dream. Regardez à combien de temps ça se joue, quoi. C'est ridicule. C'est ridicule. On peut pas qu'avec le lot de l'offre. Alors ça n'a rien à voir pour le coup. C'est pas moi qui le fais gagner, c'est l'éditeur. Hein. J'aimerais bien, mais ce n'est pas moi qui le fait gagner. Donc je passerai l'adresse et comme ça tu auras directement... Alors attends, je t'envoie un message maintenant. Enfin tu peux me l'envoyer par MP hein, si tu veux ton adresse. Ça sera fait comme ça, mais... Franchement, Mastaflo, j'y croyais aussi. Mais j'avais complètement oublié que le truc de fin fait ça. C'est un peu un cauchemar. Valaga, bim. Hop. Pouette. Voilà. RL, j'y ai cru un instant. Je ne crois aucun crime, je vote pro depuis la naissance de... Mais c'est ça le truc, le Nazar 4. C'est pour ça que t'as pas gagné. C'est uniquement pour ça. T'aurais voté Wa Canard. T'aurais littéralement gagné directement. Les livres sont toujours édités. Vous pouvez les retrouver, je le rappelle, sur Philibert. Le lien va apparaître dans le chat. Hop, Philibert. Je vous rappelle que c'est quand même un excellent site pour acheter des livres, quand même. Et donc, sur Philibert, vous tapez ici « Choose Cthulhu » et vous avez les 3 tomes qui sont disponibles à un prix défiant toute concurrence. Et je touche 5% de votre achat si vous passez par le lien Philibert, donc c'est quand même pratique. Franchement, donc la Cité sans nom ressemble un petit peu à la Montagnes hallucinées dans le terme de fonctionnement, là où le Cauchemar d'Innsmouth et l'Appel de Cthulhu sont plus narratifs, et où vous allez partir dès le début sur un gros bloc de l'histoire et avancer, etc. En gros, à chaque lecture, on a un tiers du bouquin, quoi, en gros, dans ces tomes-là. Alors que là, on rate peu de choses, c'est vraiment une exploration et des énigmes dans les Montagnes hallucinées et la Cité sans nom. Mais c'est très cool, hein. Franchement, moi j'ai vraiment bien aimé. Du coup, quels sont les prochains lives? Ce soir, enfin ce samedi soir, vous avez le marathon sur Scorn. On se fait Scorn en entier. Si Scorn est décevant, on fera un autre jeu. Et dimanche soir, vous avez les VHS de l'horreur. Si vous ne connaissez pas les VHS de l'horreur, c'est un live où on regarde des vidéos qui font peur. Attends. On regarde des vidéos qui font peur et on en parle, etc. Il y a déjà eu 3 éditions, vous pouvez les retrouver sur YouTube, sur la chaîne des rediffs. Je vous montre ça. Attendez. Tac. Hop. On peut passer une commande chez Philibert, mais qu'on a déjà mis les produits dans le panier. J'utilisais le lien affilié, il fonctionne quand même. Anaconda, je crois qu'il faut remettre les trucs dans le panier avec, je crois. Je suis désolé, c'est chiant. Mais en vrai, ouais, je crois que c'est ça. Parce qu'en fait, c'est le fait que tu ajoutes avec le lien qui fait que ça valide. Donc, vous avez les VHS d'horreur. Il y a une playlist dédiée. Hein, vous pouvez aller dans playlist. Et il y a une truc VHS de l'horreur. Et vous avez les 3 VHS de l'horreur qui sont sortis juillet, août et septembre. Et là, on va faire octobre. Je vous rappelle aussi qu'en ce moment, vous pouvez aller sur
Sombre Machination. Il y a plein de trucs qui sont sortis récemment. Déjà, si vous typez, vous avez Une étrange apocalypse en entier, plus 1h sans fin qui vient de sortir, qui est excellent. Mais vous avez aussi Sinistre Lueur qui vient de sortir. Il y a Le Manoir des Cauchemars qui vient de sortir. Juste avant, il y a eu Le Sarcophage. Et là, il y a Une étrange apocalypse qui vient de sortir. Bon, l'étrange apocalypse, on est quand même sur du gros niveau, costume, décor, tout ça. On est sur du post-apo. Voilà, on est sur du très classe quand même. Les VHS, c'est trop hâte, ça va être trop cool. Avec plaisir, Anaconda. Du coup, vous avez Baki, nouveau joueur, excellent, vous verrez, très très cool. Vous avez Zou, qui n'est pas une nouvelle joueuse, hein, vous l'avez déjà vu plus d'une fois quand même. Et vous avez bien sûr Mascox, qui est pas du tout nouveau joueur, parce que c'est l'un des joueurs les plus présents dans Sombre Machination, je crois. Et je précise que vous avez aussi évidemment un décor, mais un décor qui évolue avec les épisodes. J'ai aussi un costume, bien évidemment. Je précise que j'ai des costumes, c'est juste que moi je mets moins de budget dans mes costumes parce que je pense que c'est moins utile que j'ai un costume de ouf. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et donc... Ah oui, non mais vous continuerez à avoir Mascotte, vous inquiétez pas. Je précise que si vous typez ce mois-ci, même 5 €, vous aurez encore du contenu exclusif en plus. C'est-à-dire que là, d'ici la fin du mois, vous aurez les 3 premiers épisodes des Mémoires du Mythe, qui est donc la série sur les masques de Nyarlathotep qui démarrera en décembre. Donc là, vous aurez les 3 premiers épisodes, c'est l'intro, et c'est très bien pour commencer. Donc voilà, et ensuite, je précise qu'il faudra attendre un petit peu pour avoir... Enfin, en novembre, vous aurez d'autres épisodes en plus, et puis en décembre, vous aurez une grosse partie des épisodes. Donc voilà. Surtout que ça coûte cher les capuches vis-à-vis d'une certaine proéminence frontale. Allez hop, Bandef pour Candy Granite. The Mime, c'est un peu le symbole des VHS. Yes. Les costumes sont tellement beaux. On s'est bien cassé le cul, honnêtement. Ils sont très cool et c'était vraiment un plaisir de les faire. Du coup, moi j'ai fait le costume de Baki et de Mascox. Et avec l'aide évidemment des membres de l'équipe, notamment Alexis et même Bran hein, d'ailleurs qui a un peu aidé. Et ensuite Zou a fait son propre costume. Je l'ai maquillé un petit peu quand même. Mais d'ailleurs j'ai fait le maquillage de Baki aussi et de Mascox. Et du coup il y a des couleurs fluo et tout à la fin, des maquillages fluo qui sont incroyables. Donc voilà. J'adore faire ça. Là, la semaine prochaine... Putain, c'est la semaine prochaine. Oh, ça passe tellement vite. La semaine prochaine, on tourne la saison D&D, qui sera pour les tipeurs en novembre, et qui sortira en décembre pour le public, qui est une saison de Noël D&D, avec le gobelin baron de la drogue, qui sera joué par Mascox, avec Mehok en armure, avec Zou en nécromancienne. Ça va être trop bien. Prochaine saison Cyberpunk. Cyberpunk, c'est prévu. C'est juste que là, pour l'instant, on n'a pas le budget pour faire le décor qu'on veut. Mais c'est possible qu'on ait le budget par la suite. On économise, en fait. Voilà. La peinture était phosphorescente ou à la lumière noire? Les deux. Et du coup, on va investir dans plus de lumière noire. Là, c'était une lampe lumière noire de 60 watts. Et je pense en racheter. Et du coup, faire un décor entièrement de lumière noire pour Cyberpunk avec des putains de costumes de balade. Ça va être trop bien. Donc, ouais, il va y avoir beaucoup de trucs comme ça. Et voilà. Vous inquiétez pas. Là, on a déjà le premier tournage de janvier. Enfin, non, c'est le deuxième. Mais le premier tournage de janvier organisé là, c'est directement à Prague. Ça va déchirer. Voilà. Pas trop galère la lumière noire avec les caméras. Pas du tout. Pas du tout. Tu verras, ça rend très très bien. Le gobelin du crack, le vrai, oui. Je ne le cache pas. Ah non, mais t'as raison, c'est le Fizardos, c'est prévu. Hein. Nous, ça fait longtemps qu'on veut faire un truc... Attendez. Et du coup, ça fait longtemps qu'on veut faire un truc cyberpunk. J'aimerais vraiment... Enfin, j'ai une idée en particulier qui est assez cool. J'aimerais bien refaire du post-apo. Plus ambiance Fallout. Vous voyez ce que je veux dire? Genre abri, sortir d'un abri et tout.
Ça, je pense qu'on va le faire aussi en début d'année prochaine. Faut qu'on soit quand même un peu plus en printemps, mais je pense qu'on va le faire. Donc voilà, sachez que bah ouais, on va pas arrêter de faire des trucs de plus en plus ouf. On fera toujours des séries un peu plus classiques, etc., qui sont cool. Mais ouais, on va se casser le cul. Voilà. Une ampoule de 60 watts en lumière noire serait bien joué. Non, ça va. Le roi gobelin, on l'aura en costume le 31 octobre. Tout à fait. Le 31 octobre, n'oubliez pas qu'on fait tout comme tous les ans, la grande soirée d'Halloween, de 18h à 8h du mat', où on se tape une nuit entière de jeux d'horreur. J'en ai mis plein de côté. On a largement de quoi faire, vous inquiétez pas. On sera en costume. Vous avez voté pour le costume, donc je serai bel et bien, et j'ai bien reçu mon costume, je ne l'ai pas encore essayé, mais je serai bel et bien en fait psychologique, et Alexis sera bel et bien en roi gobelin. Garc, roi gobelin. Donc ça va être cool. Bref, bisous bisous, bisous partout, à très bientôt, puisqu'on se voit ce soir. Et voilà, ça m'a fait du bien de refaire un live JDR, même si c'était du JDR du livre dont vous êtes le héros, c'était cool. En plus, c'est un lundi, je pourrais être là du début à la fin avec l'aide de Bruce Raider. Oui, il faut être là. Et n'oubliez pas que le 27, on se fait live Projet Fantôme, ça va être incroyable. Le 24, on se fait un au coin du feu dans la forêt. Je suis putain de hypé pour ça. Ça sera pas un feu à l'essence, parce que ça coûte trop cher l'essence maintenant. Bisous, bisous, bisous partout. Encore merci. Et bien du coup, à Chaco, ou Chacos, je sais pas comment on dit, l'éditeur de Shoes of Cthulhu, de nous avoir fait confiance, et c'est toujours un plaisir. Et les 2 prochains qui sortent, on se les fera évidemment. On continuera, je pense. Je trouve ça très cool. Et à ce soir. Ciao. Je l'ai pas dit, mais j'ai envie de pipi. Voilà, je vous le confie, il faut bien confier les choses.